Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale. Vous aurez cette émission sur deux chaînes de télévision. D'abord sur Congo Web Télévision, mais également sur Univers Télévision. Sur Univers Télévision, vous aurez cette émission dans un plateau spécial avec Eddy Kaneki qui co-présente avec moi cette émission. Bienvenue Eddy. Merci beaucoup Ambroise Mamba, merci de m'avoir associé à cet échange autour de la République démocratique du Congo à travers Plateau Spécial. Merci beaucoup Eddy Kaneki. Mesdames et messieurs, nous parlons de deux grands sujets dans cette émission. D'abord, les accords qui ont été signés à Washington, l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, l'accord économique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Quel bénéfice pour cet accord entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, mais également nous allons parler du dialogue national. Quel pourrait être le bénéfice de ce dialogue national et un dialogue qui se tiendrait au Congo et celui qui pourrait se tenir à l'étranger, quel dialogue pourrait avoir beaucoup plus de légitimité pour les Congolais? Nous en parlons dans cette émission. Nous avons invité pour vous une personnalité politique qui n'est plus à présenter. Il s'agit du professeur Tshibangu Kalala. Bonsoir. Bonsoir Ambroise Mamba, bonsoir Eddy Kaneki. Professeur, il n'est plus question de vous présenter de toutes les façons. Vous êtes un homme connu, vous êtes spécialiste du droit international et des politiques internationales. Vous êtes enseignant à l'université de Kinshasa, mais également au CHESD. Le CHESD ici, il s'agit du collège des hautes études de stratégie et de défense. C'est une école de l'Afrique centrale, mais basée à Kinshasa. Vous êtes également avocat. C'est bien ça? C'est bien résumé. Alors, professeur, on a voulu vous avoir sur ce plateau. Autrefois, on vous avait sur ce plateau pour parler des accords de Washington. D'abord, la déclaration des principes, après l'accord de paix qui a été signé entre la RDC et le Rwanda. Il y a également, par exemple, la résolution 2773 qui a été prise par les conseils de sécurité de l'ONU. Alors, aujourd'hui, on veut un peu évaluer ces accords. Il y a un autre qui s'est ajouté, il s'agit de l'accord entre la RDC et les États-Unis. Si on vous posait la question d'évaluer ces différents accords, que diriez-vous par rapport à leur mise en place, mise en application? Oui. Merci Ambroise Mamba, et merci Eddy Kaneki pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir m'exprimer sur ces sujets importants qui concernent le présent et l'avenir de notre pays et de notre peuple. Commençons avec la première partie, les accords de Washington, brièvement. L'accord de paix du 27 juin 2025 avec le Rwanda, RDC-Rwanda, qui a été confirmé le 4 décembre dernier par les deux présidents, le président Tshisekedi et le président Kagame, en présence du président américain. L'accord de paix. Je constate, mais sans surprise, ce n'est pas une surprise pour moi. Okay. Je constate que cet accord aujourd'hui, c'est un chiffon. C'est un terme dur. Il n'est pas appliqué. Il est un chiffon. Mais il n'est pas appliqué, monsieur. Qui parle encore de cet accord aujourd'hui? Je vous rappelle qu'à l'époque, j'étais enthousiaste en disant, oui, parce que pour la première fois, il y a au moins un garant qui va taper sur les uns et les autres en disant, oui, mais nous avons signé, moi je suis garant, même si je n'avais pas une obligation juridique spécifique, parce que c'est dit dans l'accord, mais c'est quand même la première puissance du monde qui est là. Ils ont pris beaucoup de temps, passer de l'argent, réunir les gens, mobilisation diplomatique, tout cela. Mais il faut respecter les États-Unis. Donc nous avions beaucoup de confiance en disant oui, avec pour la première fois un garant, ça va marcher. Mais on avait toujours des doutes. Pourquoi? Parce que le partenaire de la RDC, le Rwanda, nous l'avons dit, c'est un État qui, avec son président, le président Kagame, ne respecte pas sa signature.
le président Kagame, tout ce qu'il a eu dans sa vie, il a eu par la violence. Il est arrivé au pouvoir par la violence. Il dirige le Rwanda par la violence. Il règle le problème avec les pays voisins par la violence. Ça, c'est attendu. Prenez cette date, il faut noter ça. 30 juillet 2002. 30 juillet 2002. Ça fait 24 ans, à peu près aujourd'hui. La RDC et le Rwanda se trouvent à Pretoria. On signe un accord de désengagement, si vous voulez, un accord de paix, de coopération. Pourquoi? Parce que 3 ans avant, en 1999, le 10 juillet 1999, c'est l'accord de cessez-le-feu de Lusaka. D'accord. On a dit que toutes les troupes étrangères doivent quitter la RDC. La Namibie, l'Angola, le Zimbabwe, ces 3 pays ont retiré leurs troupes. Il est resté le Rwanda et l'Ouganda. Aujourd'hui, je parle du Rwanda. Ambroise Mamba, M. Kaniki. Le Rwanda a refusé de respecter l'accord de cessez-le-feu de Lusaka. Qui donnait 6 mois, 180 jours, pour se retirer. Le Rwanda a refusé. Après l'avoir signé. Mais bien sûr. C'est un accord international. Là, ce n'est même pas bilatéral. RDC, c'est international. Plusieurs pays ont signé. Plus de mouvements rebelles congolais, le RCD et le MLC, qui ont signé. Je dis, bon, nous partons. Les 3 autres pays sont partis. Le Rwanda a refusé de respecter cet accord. La meilleure preuve est qu'au mois de juin 2000, après avoir signé l'accord, il y a eu les combats de Kisangani, le massacre de Kisangani, pour lesquels nous avons obtenu la condamnation de l'Ouganda devant la Cour internationale de justice. Ouais. Et puis, on a signé d'autres accords après. Oui, mais on n'a pas respecté les 6 mois. Bon, ben, on est allé à Harare, on a fait un plan d'engagement de Harare, et finalement, on est allé à Blantyre pour... Donc, ça n'a pas marché. Vous comprenez? Finalement, on a dit, bon, le 30 juillet, il faut maintenant, pour régler le problème, que la RDC règle ce problème avec le Rwanda sur le plan bilatéral. Parce que l'accord de cessez-le-feu, ça ne marche pas 3 ans après. Et on a signé l'accord le 30 juillet 2002 à Pretoria. Le Rwanda n'a pas respecté cet accord-là. Qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? Les mêmes phrases, les mêmes belles phrases. Les mêmes phrases. Qui sont recyclées. C'est le recyclage des belles phrases. Oui, désormais, on va se retirer, on va respecter la sécurité le long de la frontière commune, on ne va pas soutenir les mouvements rebelles d'un pays à l'autre. Les mêmes phrases là. 2002 à Pretoria. Le Rwanda n'a pas respecté. On a créé le SNDP, vous connaissez la suite. Avec un tel partenaire, vous signez un accord avec lui, moi. Alors, 3 choses. Donc, c'est vous dire, et aujourd'hui la vérité est là, le Rwanda, malgré la signature de l'accord de Washington, oui, s'était engagé à ne pas soutenir des mouvements rebelles au Congo, de ne pas financer. Ils continuent à le faire. Mais ils viennent d'avouer que nous sommes dans une situation de coordination sécuritaire avec le Rwanda, il y a quand même 3 choses. Avec le M23. Et donc, cet accord n'est pas appliqué. Il y a quand même 3 choses, hein, professeur. Et c'est ça la situation de notre relation avec le Rwanda. Cet accord, pour moi, il est mort. Il y a quand même 3 choses qui peuvent aller démontrer le contraire. La première, c'est que l'AFCM 23 ne progresse plus. La deuxième, c'est qu'elle s'est retirée de Uvira. Et la troisième, c'est qu'aujourd'hui, au moment où on parle, le Rwanda est reconnu comme tel, comme étant un pays qui agresse le Congo. Et c'est pas un bénéfice de cet accord? C'est quand même le bénéfice de cet accord. Hein. On a suivi même un ministre qui a dit, ni c'était cet accord, il serait peut-être déjà dans le Grand Katanga, puis d'une manière générale. Ce sont des phrases. Je vois la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain. Vous comprenez? Et donc, l'accord prévoyait que le Rwanda retire ses troupes. La résolution 2773 du mois de février, du 21 février, qui date d'avant le mois de juillet. Oui, tout à fait. Retrait immédiat et sans condition. Mais les troupes rwandaises sont toujours là.
l'actualité, j'ai lu, vous avez lu également, nous apprenons qu'il y a encore 7 ou 6 000 hommes de troupes qu'on est en train de déployer au Rwanda pour renforcer les troupes dans l'actualité. Mais sur qui le Rwanda s'appuie-t-il? Sur qui Paul Kagame s'appuie-t-il pour que depuis 2002, il y ait des accords qui ne respectent pas? Aujourd'hui, il y a un garant impuissant qui se présente comme le garant de l'accord du 27 juin, mais qui n'est toujours pas appliqué. Sur qui ou sur quoi s'appuie Paul Kagame? Je vais vous répondre. Je vais répondre à cette question-là un peu plus tard. Ok. Donc, le bilan, parce que vous m'avez posé la question, cet accord est mort. On n'en parle plus. Qui en parle aujourd'hui? Monsieur Kaniki, vous parlez du M23, qui se serait retiré. Mais ce qui est arrivé... Vous en parlez au conditionnel. Oui, oui, qui se serait retiré. C'est prouvé, hein, ils se sont retirés. De la ville d'Ouvira. Attends. Moi, je suis sceptique avec tout ça. Ah, ok. Le problème, ce n'est pas Ouvira. Ah, ok. Le problème, c'est Bunagana, c'est Goma, c'est Bukavu, c'est Kalehe, etc. C'est partout. Ouvira n'est qu'une chambre, une des chambres de la maison. Il ne faut même pas me parler d'Ouvira. Le problème, c'est le Nord Kivu, là. Nord Kivu. Toute la bande frontalière de la frontière terrestre de 60 km, depuis Bunagana jusqu'à Goma, la frontière terrestre. Mais les troupes rwandaises sont toujours là. Sake, Kalehe, Kabare, bon, l'aéroport de Kavumu, un peu partout là, ville de Bukavu, ils sont là. Et ce sont des troupes rwandaises qui sont là. Je vais dire un petit mot là-dessus. Le ministre Patrick Mouyaya a toujours cette belle formule. Patrick, je vous salue. Patrick, je vous salue si vous suivez cette émission. Je vous dis bonjour. Qui dit le Rwanda, c'est le père. Le père. Et le M23, les fils. Vous connaissez cette formule? Non. Moi, j'exprimais ça autrement. Ok. Le Rwanda, c'est le père. Le M23, c'est toujours le père. Ah bon? C'est le père, le père. Parce qu'il n'y a pas de différence entre ce que vous appelez père et fils. Ok. Donc, le Rwanda, c'est le père. Le M23, c'est toujours le père. C'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Ce sont les mêmes. Bien sûr. Mais on vous a dit qu'il y a plus de 6 ou 7 000 soldats au Rwanda. C'est eux qui font la guerre. En RDC. Et il y a quelques Congolais quand même. Oui, oui, mais... Quels Congolais? Des supplétifs, des garçons de course. Ce sont des masques portés par le Rwanda. Ok. Ce que vous appelez le M23, c'est un masque porté par le Rwanda pour se camoufler, pour l'atteinte de ses objectifs. Il y a le père et le père. Le père, le père. C'est le père et le père. Il n'y a pas de fils. C'est le père et le père. C'est le masque que le Rwanda porte. Quand il a le masque, on l'appelle M23. Quand il enlève le masque, on l'appelle Rwanda. Voilà. Mais c'est clair. L'ambassadeur, Madame Montakabana, quelque chose comme ça, l'ambassadeur, il faut passer aux aveux devant le Congrès américain. Ce n'est pas dans la rue ou devant la presse. Au Congrès américain. Il dit que nous entretenons une coordination sécuritaire. Une coordination sécuritaire, ça signifie quoi? Nous avons nos troupes là-bas, c'est nous qui commandons, qui dirigeons tout. Mais ça c'était déjà connu, hein, professeur. Mais c'était déjà connu. J'ai posé la question à plusieurs, comme vous d'ailleurs vous retrouvez face à moi. J'ai dit, mais bon, pourquoi le Congolais en font un problème, cette déclaration de l'ambassadrice, dans la mesure où dans les accords, on trouve déjà le Rwanda qui accepte qu'il est sûr. Sur le Congo, en parlant des mesures à mesure. La résolution 2773 là, est claire à ce sujet. C'est le Rwanda qui mène le combat, qui fait tout cela. C'est dit. Je vous donne un cas. J'étais devant le Parlement belge le 5 novembre dernier, en audition devant les parlementaires belges. On me pose des questions. Comment expliquer l'avancée aussi rapide du M23, Goma, Kalehe, etc. Qu'est-ce qui se passe là, professeur? Expliquez-nous, parlementaire. J'ai expliqué. À la fin de l'audition, je sors, je suis dans le couloir. J'attends quelqu'un qui marche rapidement derrière moi, comme s'il voulait me rattraper. C'est l'un des experts qui était là. Il m'appelle professeur Vélé. J'ai quelque chose à vous dire. Ce que vous avez dit dans la salle là, en disant qu'il n'y avait pas d'armée congolaise dans la partie orientale. Parce que j'avais dit la formule que vous avez dit ici, que ce n'est pas l'armée rwandaise qui a vaincu l'armée congolaise. C'était l'armée rwandaise qui a vaincu l'armée rwandaise.
Il me dit, vous avez raison. Ah bon? Moi, je connais la région, je viens plusieurs fois. Je parlais avec des officiers là-bas qui m'ont dit, ici où nous sommes, nous recevons des instructions, nous recevons nos ordres de Kigali. Oui, ça a été confirmé dans un rapport de l'ONU que les opérations militaires sont guidées à partir de Kigali. L'ONU l'a confirmé. C'est un expert dehors qui dit, je connais la région, ce que vous avez dit là, vous avez raison. Ils m'ont avoué en me disant, bon, parce que c'est un étranger, ils sont exprimés. Nous recevons nos ordres de Kigali ici, dans la région ici. Mais, professeur, et donc, il ne faut pas me dire autre chose, me dire qu'il y a le M23 d'un côté et le Rwanda de l'autre. C'est mon avis personnel qui ne m'engage que moi-même. Oui. Mais c'est pour cela, c'est pour vous dire, M. Kaniki, me dire qu'ils se sont retirés pour aller où? Il faut compléter ma phrase, hein. Ils se sont retirés, mais entre-temps, ils n'ont plus avancé. Oui, enfin, mais on peut toujours manquer de l'argent pour avancer. Ah, ok. N'est-ce pas? Je ne sais pas, vous savez, messieurs, la guerre, ce n'est pas comme si vous allez jouer au football. Vous ne savez pas ce que la guerre coûte. Par jour, les dépenses. Une balle que vous tirez, c'est combien d'argent que vous dépensez? Ce n'est pas facile de faire la guerre dans les montagnes là de l'Est. Quand vous dites au plateau, c'est des montagnes. Il faut aller faire la guerre là-bas. Ça coûte excessivement cher. Et donc, vous pouvez, si vous vous éloignez trop de votre base, vous allez trop loin, il y a un problème de ravitaillement qui se pose. Si on vous encercle là-bas, vous êtes décimé dans la stratégie militaire. Donc, ils préfèrent rester dans la zone frontalière parce qu'en cas de problème, ils peuvent se replier au Rwanda beaucoup plus facilement. Mais, donc, c'est pour dire que moi, je ne me contente pas des épiphénomènes. Oui, ils ont quitté Ouvira. Non. Moi, c'est le retrait immédiat et inconditionnel, le démantèlement des administrations. Je voudrais quand même insister, professeur. Je ne vois pas des résultats concrets sur le terrain. Je suis désolé, professeur, je voudrais insister sur cette question. Oui. Sans l'accord de Washington, puisqu'on est en train de l'évaluer, on a tous vu le Rwanda et l'AFCM 23 en train de progresser et, passez-moi l'expression, mettre à mal notre armée, où on a vu plusieurs fois, on a entendu plusieurs fois, repli stratégique. Mais depuis cette signature, depuis que, on va dire, Trump est entré en jeu, ils font du surplace. Est-ce qu'on va dire vraiment que cet accord n'a pas des effets, quand même... L'intervention du garant de cet accord. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la résolution 27 septembre. Ok. Oui. Parce que j'ai suivi Massad Boulos et les autres Américains. Tous vous disent qu'il n'y a pas de résultats concrets sur le terrain. La situation humanitaire, de guerre, s'empire de jour en jour. C'est eux-mêmes qui connaissent. Ils nous avaient dit, bon oui, fin septembre, nous devons faire le bilan. Et puis après, ce que nous avons dit avec nous, ici, que bon, ce qui était la fin est devenu le début. Oui. On nous a promis, bon, on va voir d'ici décembre 2025, on va régler le problème. Nous sommes en février. Qui parle du calendrier de retrait? Le fameux CONOPS. Oui. Qui en parle aujourd'hui? Le président Kagame nous a dit, ceux qui viennent me faire des menaces ici, allez au diable. Faites ce que vous voulez. Donc, c'est pour vous. Et c'est lui l'acteur majeur de la situation actuelle. Alors, avant de... Et donc, c'est pour vous dire, personnellement, c'est mon avis personnel, l'accord RDC-Rwanda est devenu aujourd'hui un chiffon. Il n'y a plus personne qui fait pression sur le Rwanda pour qu'il respecte cet accord. Alternative. On parle beaucoup plus du cessez-le-feu. Oui. Mais, mes frères, nous n'avons pas besoin de cessez-le-feu. Cessez-le-feu entre qui et qui? Ah, ok. Cessez-le-feu entre qui et qui? Entre qui et qui? Entre les belligérants. Le Rwanda qui est là vous dit, mais moi, je ne suis pas là-dedans. Il reconnaît que je suis dans la coopération sécuritaire avec le M23. Mais c'est du n'importe quoi. Alors, l'analyse réelle et objective sur le terrain, c'est que depuis le mois de juin 2025, le 27 juin, jusqu'au moment où nous tenons cette émission avec vous, il n'y a pas de changement significatif sur le terrain.
en termes d'exécution et de respect de cet accord. Ah, alors, mais puisqu'il y a un autre accord que la RDC a signé cette fois-là avec les États-Unis d'Amérique, c'est un accord économique en bilatéral avec les États-Unis d'Amérique. Mais est-ce que cet accord signé avec le Rwanda qui n'est pas appliqué n'est pas un obstacle de l'application de l'autre accord signé entre la RDC et les États-Unis d'Amérique? Oui, ça c'est une bonne question. Le bon accord, depuis que cette affaire a commencé, c'est l'accord économique avec les États-Unis. Ça, c'est très bien. Pourquoi? Je trouve que c'est le bon accord. L'histoire avec le Rwanda, c'est l'accord avec les États-Unis. Pourquoi j'attache beaucoup d'importance à cet accord par rapport à celui avec le Rwanda ou avec l'histoire des Doha, etc. J'ai eu un client dans mon cabinet comme avocat, un étranger, un Italien, M. Maurizio Ciaretta, je crois qu'il est décédé, il était beaucoup plus âgé que moi à l'époque. Je suis allé plaider pour lui, il avait des concessions forestières à l'Équateur, en Bandaka à l'époque, je suis allé là-bas, j'étais avec lui. Il m'a dit un jour, voilà, Maître Tchouba, nous, quand nous regardons les Congolais qui vivent là-bas, l'image que vous nous donnez, vous Congolais, c'est comme l'image des souris et des rats qui vivent sur un sac rempli d'arachides, mais vous vous plaignez que vous avez faim. Ok. Vous plaignez que vous avez faim. Ok. Alors vous vivez sur un sac rempli d'arachides. Au lieu de commencer à les manger, ouvrez et commencez à manger. Ouvrez le sac, prenez les arachides, mangez. Pourquoi vous plaignez? Il voulait me dire par là que mais vous avez toutes les richesses que vous avez pour être heureux. Mais nous, vous voyons, vous êtes des misérables, des malheureux, entre les privilégiés. Mais vous avez tout pour être heureux. J'ai rebondi sur ça. Je rebondis maintenant sur cette image. L'accord avec les États-Unis, l'accord économique, ce n'est pas un contrat, ce n'est pas un contrat signé avec les États-Unis pour dire bon, prenez telle mine, prenez ceci, parce que les gens ont parlé à un moment donné de 99 ans, etc. Mais ça c'est n'importe quoi, ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas un contrat minier. C'est un cadre de coopération et de travail ensemble. Cet accord va nous permettre, nous, peuple congolais, pour prendre l'image de M. Ciaretta, d'ouvrir le sac, de prendre les arachides. Ah, ok. C'est l'accord qui nous permet d'ouvrir les sacs. Et de prendre les arachides. On n'avait pas la possibilité soi-même d'ouvrir les sacs? Mais vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas la technologie. Ah, okay. Parce que les richesses sont sous le sol, monsieur. Si vous allez à Colisée aujourd'hui, allez visiter les mines de Sicomine. Ben, c'est un trou immense pour aller chercher le cobalt, le trou là-bas. J'y étais, j'ai vu ça. Voilà, les mines à ciel ouvert, Sicomine. Bon. Mais il faut avoir la technologie. Nous ne l'avons pas. Mais il faut avoir de l'argent pour investir dans les mines. Nous n'avons pas cet argent. Bon. Moi, je suis un fonctionnaire de l'État. Bon, je ne peux pas vous dire que j'ai regardé dans les bornes fontaines. Il n'y a rien jusqu'à présent. Ah bon? Les fonctionnaires ne sont pas payés. Oui, oui. Ça c'est une information qui est confirmée de plus en plus. Oui, bien sûr. Les fonctionnaires de l'État ne sont Donc, pas payés. nous n'avons pas nous-mêmes des capitaux frais suffisants pour ouvrir le sac pour d'arachides. ouvrir le sac et prendre les arachides. Nous ne maîtrisons pas la technologie nécessaire pour aller chercher le cobalt, le creuser, le prendre, le transformer. Bon, il faut que ceux qui ont la technologie et qui ont l'argent, qu'on puisse s'associer dans un partenariat. Vous ne pouvez pas être riche potentiellement, mais entre-temps, il faut transformer cette richesse en termes d'argent, de liquidité, pour développer le pays. Et donc, moi je salue l'accord signé par le président de la République, Tshisekedi, avec le gouvernement américain, qui est un cadre de coopération, qui va permettre à notre peuple de faire quoi? De conclure un partenariat gagnant-gagnant, bien sûr, avec des entreprises minières. Ce n'est pas avec le gouvernement. Le gouvernement américain ne va pas exploiter les mines ici. Ce sont des entreprises minières, des entreprises américaines, des privés, publics, qui vont venir avec des capitaux, avec des technologies,
et comme nous travaillons avec les Chinois, avec les autres, c'est le même partenariat, de manière à sortir ces richesses qui sont sous le sol, c'est ça les arachides, les transformer justement chez le Kiev, pour transformer les conditions de vie de notre peuple, pour financer les infrastructures, payer des bons salaires aux gens, etc., financer notre armée, notre police, notre administration, etc., transformer notre pays de manière qualitative. Et donc, ce que le président de la République a fait, c'est très bien. Et cet accord, justement, pourrait avoir des effets bénéfiques par rapport à la situation sécurité de notre pays. Ok. Dans quelle mesure? Dans la mesure où, lorsque les Américains, les entreprises, vont commencer à investir, l'argent n'aime pas le bruit, ce Mamba. Ils ne vont pas aller mettre de l'argent là où il y a des bruits, où il y a des voyous qui sont en train de tirer des coups de feu à gauche, à droite, etc. Et donc, ça va impliquer une mobilisation générale pour pouvoir pacifier le pays complètement. Donc, on va relier la géoéconomie avec la géostratégie. Donc, des zones où il y a des richesses, comme la partie Est, où il y a des richesses, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que cette partie soit pacifiée. Comme préalable? Ce serait comme un préalable. Alors. Mais bien sûr. Mais vous n'allez pas mettre de l'argent là où il y a le bruit. Alors, on revient à zéro. On revient à zéro. Vous comprenez? Donc un accord économique, c'est vrai, mais qui ne peut s'appliquer que si la paix est révélée. On revient à zéro. Mais attention, ça dépend de quelle partie du pays. Parce qu'à l'ouest, vous connaissez l'affaire du corridor de Lobito. Hein? Ça, c'est à l'ouest où il n'y a pas d'insécurité. À Colésio, on travaille. N'est-ce pas? Là où il y a Ivanhoe, il y a les Glencore, il y a les Chinois, etc., on travaille, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est peut-être du côté de l'Est. S'il faut aller investir à l'Est, et donc il faut pacifier cette partie. Et donc, nous pouvons, dans le cadre de partenariats sécuritaires avec les États-Unis, ils vont nous aider à renforcer nos capacités opérationnelles sur le terrain, former nos militaires, et en termes d'équipement aussi, parce que quand on est dans un partenariat militaire, il y a plusieurs composantes dans ce partenariat. Et donc, il faut voir le volet économique, qui est très important, parce que nous devons lutter contre la pauvreté dans notre pays, très important. On ne peut pas dire qu'on est riche, mais nous avons des problèmes d'argent. Et donc, maintenant, en ce moment-là, j'espère, je pense que c'est ce qui se fait. On va dire, bon, voilà, côté ouest, on peut commencer à travailler, mais s'il y a, je vois du côté de le lithium à Manono, vers là-bas, bon, là, il n'y a pas de problème à Manono, on peut travailler, mais plus on va vers l'est, la frontière, s'il y a des richesses là-bas qui demandent qu'on puisse y faire des investissements importants, eh bien, il faut pacifier ça, et on peut compter sur les États-Unis pour nous aider. Est-ce que la manière dont vous expliquez les choses, est-ce que ça peut pas être dangereux par rapport à la pacification de l'Est du pays? Si la partie ouest peut être en travail, on exploite la partie ouest avec les corridors de Lobito, on peut s'en contenter et oublier l'ouest par rapport au préalable. Oublier l'Est, vous voulez dire? Oublier l'Est, j'allais dire. Non, on ne peut pas oublier l'Est. Parce qu'il y a aussi des richesses minérales, il y a aussi des ressources minérales qui sont abondantes là-bas. Il faut exploiter ces richesses. Et donc, il faut attirer les investisseurs de ce côté-là. Il y en a qui sont déjà à Walikale, les Américains sont à Walikale, Alpha-Mine, ils travaillent là. Il y a la célèbre mine de Rubaya, qui a à peu près les 20% des réserves du coltan du monde, etc. Mais ça, il faut des investissements lourds. On ne peut pas faire ça avec des exploitants artisanaux qui viennent prendre des trucs dans les sacs et mettre sur les camions. Ça, il faut des investissements beaucoup plus importants. Il y a ce partenaire dont on parle tout à l'heure, le partenaire qui ne respecte jamais sa signature, le président rwandais Paul Kagame, qui semble tenir tête aux Américains. Vous voulez que je vous réponde? Oui. Bien. Je vais vous donner mon avis personnel. Il n'y a pas un seul pays au monde qui viendra nous sauver. Ah, ok. Il y a 10 jours, j'ai parcouru la Chine méridionale, qui est essentiellement la province de Guangdong, qui est la partie la plus riche de la Chine, qui contribue pour 15 ou 20% du PIB chinois.
Shenzhen, Guangzhou, que les Congolais connaissent beaucoup. J'ai parcouru cette région-là. Il y a une dizaine de jours, j'étais là. J'ai essayé de savoir, en parlant avec des amis, j'ai dit, ben, excusez-moi, je ne comprends pas ce développement fulgurant de la Chine. J'étais étudiant. La Chine était considérée comme un pays où on mourait de faim. Les Occidentaux parlaient du péril jaune, à l'époque de Mao, avec le fameux livre rouge. Ouais. Un pays rural, un pays arriéré, où il n'y avait rien. On s'est moqué de la Chine. Mais dans l'espace de 30 ans, après l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, qui a créé les zones économiques spéciales, le modèle que nous sommes en train de faire à Maluku, c'est parti de là avec Deng Xiaoping. Comment ils ont fait? J'étais avec un ami belge, on se promenait dans la rue de Shenzhen, j'ai dit, mais Baudouin, regardez Shenzhen où nous sommes. Comparez Shenzhen avec Bruxelles. Bruxelles, c'est un village par rapport à Shenzhen, qui était un village de pêche comme Kinkole, il y a une trentaine d'années. Il m'a dit, oui, prof, vous avez raison. Je suis belge, Bruxelles, c'est comme un village. Donc, mais comment les Chinois ont fait? J'ai lu beaucoup de choses, beaucoup de livres sur la Chine. La Chine a commencé d'abord par la sécurité. Ok. La sécurité. Comme condition du développement. Sécurité, développement. Développement amène la stabilité. Ouais. Et la stabilité amène la prospérité. Et donc, le défi majeur que nous devons d'abord relever, c'est d'abord la sécurité. C'est la sécurité, vous dites, et vous nous faites comprendre qu'avec l'accord économique, les États-Unis viendra imposer au Rwanda de se retirer, puisque l'accord avec le Rwanda, RDC-Rwanda est un chiffon, donc on ne peut compter que sur la puissance des États-Unis pour nous libérer du Rwanda. Je ne dirai pas les choses comme vous. Ok. Les États-Unis ne viendront pas nous sauver. Monsieur Kaniki. Aucun pays n'est allé sauver la Chine pour faire de la Chine aujourd'hui, je dirais, la première puissance du monde. C'est le peuple congolais qui va se sauver lui-même. Nous devons créer un État stratège, un État intelligent dans notre pays. La réponse aux questions posées, sécurité, Rwanda, M23, Doha, etc. Pour moi, il y a 3 solutions. Allez-y. Je donne mon avis. La première solution, c'est le FARDC. L'armée nationale. La deuxième solution, les FARDC. L'armée nationale. La troisième et dernière solution, les FARDC. Si les FARDC n'existent pas, ou n'existaient pas, M. Mamba, M. Kaniki, 3 solutions. Nous devons commencer à inventer les FARDC tout de suite. Vous énumérez 3 solutions En une seule. en une seule. Si les FARDC n'existaient pas, il fallait commencer à les inventer. Okay. Aujourd'hui. Ok. Vous n'êtes pas en sécurité. On peut venir vous arracher tout. Mais on nous vole les minéraux à l'est là-bas. Ouais. Vous venez d'en parler, toi. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en sécurité. L'outil principal de la sécurité, du développement, qui conditionne tout le reste, c'est les forces de défense et de sécurité d'un pays. C'est pour cela que la Chine a commencé par se mettre d'abord en sécurité. Ils ont des bombes atomiques, 500 ou 600 têtes nucléaires. Très bien. Mais qui va oser aujourd'hui aller attaquer la Chine? Avant qu'on parle du dialogue... Nous devons faire prendre conscience de cet outil principal de la souveraineté. Oui, mais en attendant... De la souveraineté économique, de la souveraineté politique et de toutes les autres composantes de la souveraineté. Oui, mais en attendant... C'est d'abord la sécurité, la défense. C'est ce qui va nous permettre... Ça, c'est en perspective, non? Maintenant. Ok. Il ne faut pas renvoyer à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. Il faut un outil de puissance pour détruire tous les groupes armés sur le territoire national.
pas discuter avec les groupes armés, les détruire. Ok. Un à un. Voyez-vous, c'est très important. Alors, et en ce moment-là, même si nous signons le partenariat économique avec les États-Unis, même les États-Unis vont commencer à nous respecter. Ils vont dire oui, il y a un gouvernement sérieux qui a compris par où il faut commencer et nous ne pouvons qu'apporter un appui. Les États-Unis ne vont pas amener un seul soldat américain ici pour faire la guerre à notre place. Je parlais d'imposer la paix et non pas en faisant la guerre. Mais ils peuvent imposer de l'économie. Oui, et donc la solution qui aurait pu être appliquée, c'était de passer par le Conseil de sécurité des Nations Unies, de prendre des sanctions internationales très dures contre Kadhafi, comme on l'avait fait contre Kadhafi. Mais là, je vois les grandes puissances en train de tergiverser. En train de tergiverser. Alors, ils n'appliquent pas l'outil juridique qu'ils ont entre les mains. De dire, parce que la semaine prochaine, la résolution 2773 totalisera un an. La semaine prochaine, oui, justement, c'était en février. Le 21 février, la semaine prochaine. Un an après cette résolution. Elle est contraignante, non, professeur? Bien sûr, contraignante. Adoptée sur la base du chapitre 7 des Nations Unies. C'est une décision obligatoire qui s'impose à tous les États. À commencer par les grandes puissances et les États dont nous parlons. Mais ils ne prennent pas des sanctions contre le régime de Kadhafi, qui est en train de bafouer l'autorité du Conseil de sécurité, l'autorité des grandes puissances, qui ont la première responsabilité justement d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est pour cela qu'ils ont le droit de veto. Donc les 5 membres permanents ne franchissent pas le Rubicon, comme on dit, pour dire, il y a ce petit État qu'on ne voit même pas sur la carte du monde. Nous prenons des décisions, ce petit État ne le respecte pas, et donc, sanctions. Est-ce que ce n'est pas ça qui fragilise un peu l'ONU jusqu'à pousser Trump à créer son conseil de paix? Oui. Pour peut-être dynamiter l'ONU pratiquement. Une organisation internationale ne vaut que ce que valent ses États membres. Donc, si les États membres n'agissent pas, ne décident pas, eh bien, l'organisation ne fera rien. Il ne faut pas dire, oui, l'ONU. Non, ce n'est pas l'ONU, c'est les États membres. Alors, c'est de la décision. Avant de parler du dialogue, professeur, vous avez tellement vanté les accords, l'accord économique signé avec les États-Unis en bilatéral, mais c'est cet accord qui est interprété différemment. On accuse le président de la République d'avoir bradé les minéraux congolais. Il y a des catholiques qui parlent même d'une exploitation de non à 9 ans. Vous parlez de la SENCO. Hein? De la SENCO. Je pense qu'il faut être prudent quand on ne maîtrise pas un dossier de commencer à faire des déclarations. L'accord RDC-États-Unis, ce n'est pas un contrat. Dans l'accord, on n'a pas dit, les États-Unis, on vous donne telle mine, venez là-bas, le combat c'est pour vous, etc. Bon, allez arracher même ce qui est déjà exploité par les Chinois ou d'autres entreprises. Ce n'est pas ça. Quand on ne connaît pas un dossier, il ne faut pas faire des déclarations tapageuse tout simplement, parce qu'on est contre une personne, contre un régime. Bon, moi, je ne suis pas une propagandiste du régime, mais je soutiens les institutions du pays. Mais il ne faut pas essayer de mouvoir la population, de raconter des histoires. C'est un cadre de coopération. Cadre de coopération? Bien sûr. Attendez. J'ai un traité dans mon bureau. C'est un traité bilatéral États-Unis-RDC, qui est là en vigueur, signé en 1984, à l'époque de Mobutu. 84. Cet accord, qu'est-ce qu'il dit? C'est un accord qui est là pour assurer la protection, la promotion et l'encouragement des investissements américains au Congo ou congolais aux États-Unis, qui voit comment il faut protéger les investissements. Donc nous avons déjà un traité qui est là, qui existe. Et donc, l'accord qui vient d'être signé par le président de la République avec le gouvernement américain, cet accord s'insère dans ce traité. Dans le même traité. Dans le traité. Parce qu'il faut protéger les investissements américains. Le traité existe déjà. Quand l'Américain va venir pour mettre son argent ici, il fait, mais comment on va protéger mes investissements? Non, mais il y a déjà un traité qui existe depuis 1984. Justement. On ne peut pas nationaliser, on ne peut pas vous confisquer vos biens, etc. Vous pouvez gagner de l'argent et envoyer vos bénéfices aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Donc le cadre juridique est bien tracé. Nous avons déjà un traité bilatéral. Ce qui est fait maintenant,
c'est d'après ma compréhension. Bon, je ne suis pas parmi les négociateurs, mais le texte là, c'est un cadre de coopération, c'est ce qu'on dit un accord cadre. Mais à partir de cet accord cadre, il y aura des contrats. Des contrats. Okay. Dans le respect du code minier. Nous avons un code minier rénové qui est là depuis 2018. Maintenant, si vous voulez investir dans les mines, qu'est-ce que vous devez faire? Voilà la loi qui vous régit. Voilà, la loi est là. Donc les entreprises américaines qui vont venir investir ici, ils ne vont pas appliquer l'accord de Washington. Non, c'est le code minier qui est là. Avec le règlement minier, c'est des volumes comme ça, comme tous les autres. Et le code minier qui fait respecter les droits du peuple congolais pour toutes les entreprises qui opèrent dans le secteur minier. Et donc cette affaire de 90 ans, je ne sais pas d'où ça vient. Alors, donc par conséquent, je vais terminer par là. Il faut s'adresser aux spécialistes avant de faire de déclarations presse parce que ce n'est pas correct. Donc, je me résume, l'accord de partenariat économique avec les États-Unis, c'est un bon accord. Un accord d'espoir pour la RDC. Oui, pour attirer les investissements. Parce que sans investissement direct étranger, les IDE, un pays ne peut pas se développer. On ne va pas ouvrir le sac d'arachide. Oui, on ne va pas ouvrir le sac d'arachide. Donc, il faut des investissements étrangers directs dans tous les domaines, dans l'agriculture, dans les transports, dans les voies. Il faut, dans les mines, il faut ça pour que nous puissions, si vous voulez, transformer notre pays de manière qualitative. Alors, on passe directement à la deuxième partie de cette émission, même si la régie est en train de me faire pression par rapport au temps. La deuxième partie de cette émission, on parle du dialogue national. Le dialogue national, on a vu les différents voyages du chef de l'État en Angola et après on a commencé à parler du dialogue. Va-t-il se tenir au Congo ou à l'étranger? On a vu le président de la République parler du dialogue national, inclusif, mais qui devrait se tenir selon lui au Congo et conformément à la constitution du pays et conduit par les institutions du pays. D'autres estiment qu'il faut qu'il se tienne à l'étranger. Première question, professeur. Entre un dialogue qui se tiendrait au Congo et celui qui se tiendrait à l'étranger, lequel a beaucoup plus de légitimité pour les Congolais? Aucun. Monsieur Mamba, j'ai de mauvais souvenirs en termes de dialogue. J'ai déjà participé à 3. J'étais content de porter les bacs. Les participants. De délégués. Délégués. Avec des porte-documents. Et avec des jetons de présence. Oui. Le per diem. Le per diem, voilà. Ça n'a pas réussi. Le premier, le plus important, c'était en 80. J'étais tout jeune avocat, je venais de sortir des études. Dirigé par Monseigneur Monsengo, qui deviendra plus tard cardinal. Un homme d'une intelligence exceptionnelle. Monsengo. Plus de 2900 délégués venus de toutes les couches de la population, de toutes les provinces. À la fin, on a élu un premier ministre pour appliquer les résolutions du Conseil de Conférence nationale souveraine. 3 mois après, Mobutu envoie des militaires, on chasse le parti Tshisekedi de bureau à Pémature. J'ai de mauvais souvenirs. À l'époque, j'étais très actif dans l'UDPS et on avait un ministre de la Défense de l'UDPS et l'UDPS a pris ces jeunes, etc. L'UDPS m'a déployé au ministère de la Défense. J'étais conseiller juridique, le ministre de la Défense, Bandoma, pour le compte de l'UDPS. On me payait déjà quelque chose de bien là, quelques primes, etc. Et Mobutu est venu nous chasser. Et nous sommes 3 mois après. 3 mois après, j'étais très mécontent. Mauvais souvenir des résolutions d'un dialogue. Hein. Voilà. Comment ça s'est terminé? Bon, je m'arrête. Le deuxième dialogue, bon, c'est les concertations, je ne sais pas comment Kabila a appelé ça. Oui, les concertations nationales. 2015, apparemment. Voilà. 2015. J'étais là. On a pris sans résolution. Oui, sans résolution. Oui. Kengo Wadondo et Minako, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, ont fait le document, sont allés remettre à Kabila. On va appliquer les résolutions. Rien. Entre-temps, on a sorti l'argent du Trésor public. Oui. En 92 et en 2015 ou 14. 2014. 2014. Rien.
Troisième dialogue, c'est avec la Cinco, avec les mêmes catholiques, avec l'actuel cardinal et les autres qui étaient là. À la fin, ils disent, bon, nous avons réussi 95% du travail, c'est OK, mais il reste 5%. 5%. Nous avons échoué, Oui. c'est pas possible. Bon, Président Kabila, c'est vous qui nous avez confié ce travail. Oui. Donc, on vous remet le dossier. Voilà ce que nous avons fait. Là, nous avons échoué. Les 5%, c'est vous le chef. Oui. Allez régler ça avec la classe politique de votre pays. Pourtant, en termes de pourcentage, c'était petit. Hein? Mais c'était quoi? C'était l'affaire du pouvoir. Donc, la nomination du Premier ministre, la Oui. formation du Oui. gouvernement, c'était ça. Les Le problème. 5%. C'était le problème. Les uns qui disaient le rassemblement. Moi, j'étais délégué du rassemblement. À 5 ans, travaillais jusqu'à 2 h du matin, 4 h du matin. Ça n'a pas marché. Conflit. Maintenant, on me dit qu'il faut encore un autre dialogue. Je ne suis pas contre le dialogue. Je ne suis pas non plus pour le dialogue. Pour des raisons que je vais t'indiquer. Il ne faut pas organiser un dialogue comme une messe politique où les gens viendront avec des badges pour dire oui, dialogue, dialogue, et à la fin, c'est pas ça. Et on va sortir l'argent du trésor public, argent qu'on peut utiliser pour payer les enseignants, gratuité, etc. À travers le pays, on va des millions et des millions, puis ils vont servir à rien. C'est pour cela que, avant de dire si dialogue ou pas dialogue, j'aimerais que les organisateurs ou ceux qui travaillent répondent à 3 questions. Oui. Première question. Qui viendront à la table? Qui? Qui vont participer? La question qui? Qui? C'est dialogue entre qui? C'est qui? La question qui? Deuxième question, la question quoi? On va parler de quoi? Quel est l'objet? Quelle est la matière? On va parler de quoi? OK? Troisième question, pourquoi? La plus importante. Pourquoi? Quelle est la finalité du dialogue? Il faut avoir un comportement thérapeutique de médecin, diagnostic. Voilà, il y a telle maladie, bien identifiée. Et pour soigner cette maladie, voici le remède qu'il faut appliquer. Et qu'il y a un lien de causalité entre le remède et la maladie. Sinon, si cela n'est pas fait de manière correcte, ça sera des dépenses publiques pour rien. Et après le dialogue, ça sera comme avant le dialogue. Mais ils ont déjà répondu à toutes les 3 questions. L'après-dialogue sera comme avant-dialogue. Si on répond à ces questions-là, OK. Maintenant, vous me dites, c'est à l'étranger ou au Congo? Ou au Congo. L'important, c'est d'abord ces 3 questions. Mais pour moi, tout doit se faire chez nous. Tout doit se faire chez nous, au Congo. Je n'ai pas besoin de voir un étranger qui vient au Congo ou à l'étranger pour réunir les Congolais. Je considère cela comme une insulte à l'intelligence du peuple congolais. Aucun étranger, aucun, ne doit venir dans notre pays pour nous réunir, dire bon, asseyez-vous là-bas, Congolais, vous avez des problèmes, je vais vous réconcilier. C'est une insulte grave à notre pays. Vous comprenez? Le président de la République a fait quelque chose de bien dernièrement, en 2020. Une crise politique extraordinaire. On frôlait un coup d'État, le renversement des institutions en 2020. Sa confrontation avec le groupe Kabila. Vous avez déjà vu un président de la République qui veut tenir une manifestation officielle, n'est-ce pas? On lui ferme les portes. FCC catch. Et les ministres refusent d'aller là où se trouve le président de la République. Les députés refusent, les sénateurs, les ministres, même le Premier ministre refuse d'aller, le président de l'Assemblée nationale lui dit non, on ne va pas là-bas. Vous avez déjà vu ça. Donc, c'était une situation très grave. Et le président a bien réagi. Moi, je parle comme un observateur. Hein. Okay. Le président a bien réagi. Il a dit, je consulte les forces vives de la nation. Ah, c'est le président qui a consulté. Hein. Oui.
au palais de la nation. Tout à fait. Après son discours de 7 minutes. Oui. Tout le monde arrive là. Je vois les Kengo Adondo, je vois le cardinal Monsengo qui sont arrivés là-bas. Il a consulté toutes les couches de la population et il a créé l'Union sacrée de la nation, qui a pu stabiliser, suivi de la fameuse révolution parlementaire, où on a dégagé tous les cabinets, on les a chassés. Mais il n'y avait pas un seul étranger qui est venu régler ce problème. Et nous avons aujourd'hui dans notre pays une force politique majeure, plus de 400 députés à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui ont permis de stabiliser les institutions. Il n'y a pas de crise à l'intérieur des institutions. Même Kabila qui a fait 18 ans, il n'a pas eu plus de 400 députés. Mais c'est pour la première fois, etc. Donc cette ingénierie politique qui a été mise en place a permis de stabiliser le pays. Et on est allé aux élections, l'Union sacrée est revenue, bon, majoritaire dans le pays, il y a une stabilité au sein des institutions. Et c'est le président qui l'a fait. Nous avons élu un pouvoir en 2023. Je donne mon avis personnel. Allez-y, professeur. Je suis dans la réflexion, je ne suis pas dans la proposition. Je suis dans la réflexion. Nous avons élu un pouvoir dans le pays qui est légitime. Nous avons un président de la République, chef de l'État, élu légitimement. Comment voulez-vous, M. Mamba, M. Kaniki, qu'un étranger vienne pour dire aux Congolais, asseyez-vous, je vais vous réconcilier. Et le chef que nous avons élu, il est où? Ah, ok. Et le chef que nous avons élu, il est où? Mais on le met de côté. Il y a ceux qui estiment qu'il fait partie du problème. Mais quel problème? Donc, le pouvoir qui est dans le pays, le chef qui est là dans le pays, que nous avons élu pour régler les problèmes des Congolais. Maintenant, c'est un étranger qui vient pour dire aux Congolais, asseyez-vous, je vais vous réconcilier. Et le chef que nous avons élu, on le met où? Le pouvoir... Qu'est-ce qu'il devient? Le pouvoir qui est dans le pays devient quoi, ce pouvoir-là? Donc nous nous tirons nous-mêmes des balles dans les pieds. C'est pas avancé, c'est pas politique. Donc dialogue à Kinshasa avec le Congolais, pour le Congolais. Dialogue dirigé par les Congolais, au sein des institutions. Mais soyons quand même sérieux. C'est pas une question de facilitation, professeur. De neutralité dans la facilitation. Mais un facilitateur neutre. Mais ce neutre-là, il vient faciliter quoi? Il vient faciliter quoi? Quel est le conflit qu'il y a entre Congolais aujourd'hui? Et pour résoudre ce conflit-là, il faut qu'un étranger vienne faciliter la solution de ce conflit. C'est quel conflit? Goma et Bukavu sont occupés. Rébellion. On dit qu'il y a des Congolais qui ont pris les armes je ne sais pas si vous avez compris. Qui ont besoin de se mettre autour d'une table avec le pouvoir parce qu'ils contestent le pouvoir. Monsieur Mamba, Monsieur Kaniki, je ne sais pas si vous m'avez compris. Je vous dis qu'il n'y a pas de M23. Il n'y a pas des Congolais qui ont pris les armes. C'est le Rwanda. Nous avons un problème d'agression armée, de déstabilisation, menée par un pays étranger. Le Conseil de sécurité le dit, l'Union européenne le dit, tout le monde le répète. Ils viennent de reconnaître eux-mêmes que nous avons une coordination sécuritaire. Mais c'est la violation flagrante du droit international. Professeur. Et à ce moment, vous ne pouvez pas dire qu'il y a des Congolais qui ont pris les armes. Ça sera peut-être ma Donc dernière... c'est une force étrangère, un État étranger qui a amené son armée sur notre pour déstabiliser nos institutions. Ça, on a compris. Et on a voulu négocier avec cet État étranger pour résoudre le problème. Cet État étranger ne veut pas se retirer de notre territoire. On a compris, professeur. On a compris. Et donc, il ne faut pas dire qu'il y a des Congolais qui ont pris les armes. On court derrière le temps. Je voudrais revenir sur trois questions que vous êtes posées. Oui. Il y a déjà des réponses. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Vous avez dit le qui, le quoi et le pourquoi. Mais il y a déjà des réponses. Ils ont déjà répondu à ces questions-là. Les qui, c'est-à-dire tous ceux des Congolais qui sont frustrés. Le quoi, on va parler de causes profondes. Ça se trouve même dans l'accord avec le Rwanda. On va parler des causes profondes. Et le pourquoi, réponse pour la cohésion nationale. Les trois questions ont déjà l'air... pour le dialogue national. Monsieur Kaniki, est-ce que le dialogue aura comme résultat la suppression de l'opposition politique?
C'est-à-dire l'opposition politique va disparaître parce qu'on a fait le dialogue. Ok. Ok. Est-ce que le dialogue aura pour résultat la suppression de l'opposition politique? L'opposition va cesser d'attaquer le pouvoir en place parce qu'on a fait le dialogue. On va supprimer les partis d'opposition. Or, nous avons une loi sur les statuts de l'opposition. Et moi, je soutiens l'existence de l'opposition démocratique dans notre pays. C'est important d'avoir une opposition dans un pays. Des gens qui ne voient pas les choses de la même manière que ceux qui sont au pouvoir. Et qui préparent l'alternance, qui gèrent l'alternative. Vous comprenez? Après le dialogue, certains dirigeants catholiques, pas l'Église catholique, les dirigeants, vont cesser d'attaquer le pouvoir en place parce qu'on a fait le dialogue. Quand vous dites cohésion nationale, qu'est-ce que vous entendez par cohésion nationale? Par rapport à la guerre. Mais la guerre, c'est le Rwanda, ma femme. C'est le Rwanda qui nous fait la guerre. C'est un État étranger qui nous fait la guerre. Si le Rwanda quitte, ça n'est fini. Les autres. Si le Rwanda quitte, ça n'est fini. Mais bien sûr. Pas besoin de dialogue. Non. Je veux qu'on m'explique d'abord c'est qui, quel est le conflit qui existe, qui doit être résolu par le dialogue. Parce que je vous dis que j'ai une mauvaise expérience. J'ai fait franchement. Bon, j'étais peut-être heureux de toucher un perdiem, ou d'avoir l'honneur de dire oui, j'étais au dialogue. Non. Quel est le problème? On a fait le dialogue en Afrique du Sud, le régime 1+4. Vous connaissez comment ils ont géré le pays pendant 60 années. Après l'élection présidentielle, il y a eu des combats à Kinshasa au mois de mars 2007. Les gens sont morts ici. La Cour suprême a été incendiée. Et la bataille a continué. Donc je pourrais vous dire, je ne suis pas, je me résume parce que c'est le dialogue, je ne suis pas du tout contre le dialogue. Mais je ne suis pas non plus pour le dialogue. Je veux tout simplement que ceux qui travaillent sur ce dossier, pour éviter de gaspiller l'argent du trésor public pour rien, dans une messe politique qui ne va rien apporter au pays, qu'on nous dise, on va parler de quoi, quel est le problème qui se pose, que nous pouvons régler par le dialogue, inclusif, global, avec tout le monde qui vient là-bas, comme on a fait, etc., dans les années passées, et pour atteindre quel objectif? Quel est le problème que nous pouvons régler concrètement en organisant le dialogue? Je vais voir ce problème-là. Il faut régler avec le dialogue. En ce moment-là, nous pouvons faire une émission et dire oui, ça, c'est bien. Le problème est là, il est sérieux, il faut qu'on se retrouve pour qu'on règle. Ce sera votre mot de la fin pour ce soir? Oui. Donc, je résume, c'est les accords économiques États-Unis, RDC, c'est un bon accord, c'est un cadre de coopération. Ce n'est pas un contrat minier. Les entreprises américaines viendront investir dans le secteur minier dans le respect des lois congolaises, en particulier le code minier. Ça, c'est clair. Mais à ce moment-là, c'est le gouvernement qui va négocier pour donner des carrés miniers à telle ou telle entreprise en disant, bon, on vous donne, vous allez exploiter le lithium de tel endroit, mais qu'est-ce que notre peuple gagne? Des retombées pour la RDC. Voilà, ça, c'est clair. Donc, il ne faut pas ça. Créer de désordre, raconter n'importe où ça. L'accord avec le Rwanda, pour moi, c'est un non-accord. Parce que le partenaire n'en veut pas. Il le prouve sur le terrain. Ceux qui lui demandent de le respecter, il dit allez au diable. C'est clair, je crois encore. Et alors, maintenant, la solution dans tout ceci, c'est le rapport de force. Oui. La RDC. Les trois solutions. En une seule. En une seule. Le peuple congolais, avec ses dirigeants, nous devons créer un rapport de force face au Rwanda. Kagame n'entend que le rapport de force. Et ce rapport de force, bien sûr, on a fait de bons progrès grâce à l'action diplomatique du président qui a mobilisé l'opinion internationale pour montrer mais le fauteur de désordre, il est là. Bon, ça c'est bien, il y a de bons résultats de ce côté-là. Mais le rapport de force doit être militaire. Et nous devons le faire le plus vite possible. Et nous allons nous faire respecter.
quand le Rwanda va apprendre que l'armée congolaise a atteint des niveaux, ben, les choses vont changer. Merci bien. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Tibango Kalala. Nous rappelons que vous êtes spécialiste de droit international et des politiques internationales, enseignant à l'université de Kinshasa, mais également au CHEST, le collège des hautes études de stratégie et de défense. Vous êtes également avocat. Merci d'avoir été sur ces plateaux spéciaux. Nous espérons vous retrouver prochainement pour d'autres émissions élaborées. Lorsque les choses évolueront davantage. C'est à moi de vous remercier. C'est toujours un plaisir pour moi de parler avec vous, d'échanger avec vous. C'est très bien. Nous sommes tous des Ouazalendo, des patriotes. Oui, tout à fait. Et nous tenons cette émission dans le cadre-là, mais nous utilisons la parole et le stylo, alors que les autres sont sur le champ de bataille, avec des armes et des fusils. Nos fusils à nous, c'est la parole. Merci. C'est le stylo. Je vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, retrouvez cette émission sur Univers Télévision, dans Plateau Spécial. Merci Eddy. Merci beaucoup Ambroise Mamba, merci. Merci. Mais également sur Congo Web. On va vous retrouver prochainement. À bientôt.